géopolitiquement opératoire et qui semble échapper aux Africains, du moins dans les milieux populaires africains. Et cet échappement-là fait à ce que les Africains ne sont pas conscients des menaces qui pèsent sur leur tête. Il y a deux concepts. Mais c'est deux concepts jumeaux qui se tiennent. Il y a le concept de surplus de la population. Alors c'est un concept malthusien, néo-malthusien. Vous savez, le professeur Malthus, c'est celui qui est spécialisé sur le fait que il faut diminuer la population. Parce qu'il faut toujours, parce que la démographie galopante est en contradiction, comme ça, pour simplifier les termes, avec la disponibilité de ressources que nous avons sur la Terre. Et il faut toujours diminuer pour qu'il y ait un équilibre. Alors je schématise comme ça, c'est plus profond que ça. Alors il y a les thèses néo-malthusiennes qui prospèrent et qui ne prospèrent plus, mais qui sont devenues des théories opératoires sur le plan géopolitique, parce qu'elles sont déjà appliquées. Elles se déclinent dans des pratiques terribles. Alors, vous ne le voyez pas. Et vous nous les expliquez. Oui. Alors, le surplus de population, c'est quoi? C'est que toutes les projections scientifiques, je dis bien scientifiques, parce que ça, c'est la science mondaine, la science mondaine, que certains qualifient de scientisme, démontrent aujourd'hui que d'ici 100 ans, et d'autres projections sont même plus pessimistes, le rapport entre les ressources disponibles de la Terre et la démographie seront très déséquilibrés. Je vais rester poli, très déséquilibrés. Alors, il devient donc, il y a une lutte terrible pour l'accaparement des ressources. Or, le continent qui dispose des ressources les plus riches de la planète, c'est l'Afrique. Donc, il y a un problème clair. Alors, l'Occident, aujourd'hui, il est vital pour l'Occident de s'accaparer de ces ressources-là. Et parallèlement à ça, c'est le continent où la démographie croît, plus qu'ailleurs partout. Donc, vous voyez donc que nous sommes confrontés à il y a des exigences géopolitiques terribles qui pèsent sur le dos de l'Afrique. Il faut diminuer la population mondiale, mais en fait surtout africaine, et il faut s'accaparer de ces ressources-là vite dans les 50 et les 100 ans. C'est opérationnel. Ça explique tout ce que vous voyez, géopolitique du chaos, Boko Haram, terrorisme, recolonisation, tous ces machins-là, la venue au pouvoir des gens comme Ouattara, tous ces gens qu'on place partout au pouvoir. Est-ce que les vaccins ont quelque chose à voir? Mais j'y arrivais. Voilà pourquoi donc, les nouveaux philanthropes, les Bill Gates, tous ces milliardaires qui subitement deviennent philanthropes, après avoir bâti leur fortune en tuant l'être humain, deviennent philanthropes et font des fondations qui toutes travaillent dans le domaine de la santé. Justement, il s'agit donc de stériliser les populations. Je répète, stériliser les populations, et particulièrement en Afrique, pour diminuer, pour rendre opératoire ce concept de surplus de population. Ce ne sont pas des balibains, c'est très sérieux, on n'a pas le temps. Je vous aurais démontré point par point ces choses. Et l'autre penchant, l'autre pendant de cette thèse-là, c'est zéro industrialisation pour l'Afrique. Il faut bien comprendre. C'est-à-dire que si l'Afrique s'industrialise, automatiquement, cela suppose de façon mécanique, c'est un danger vital pour l'Europe. Alors, les industries qu'on va promouvoir dans les pays africains, ce sont les industries néocolonisantes, c'est-à-dire les industries qui, on vous permet de le faire pour ne pas justement vous industrialiser. C'est-à-dire, comme maintenant, il y a un mode là. Avec de nouvelles stratégies. Non, je veux qu'il y ait un mode là maintenant en Afrique, la transformation sur place des matières premières. Bon, vous savez, quand vous êtes au fond du puits, on vous tend quoi, vous voulez seulement sortir, même s'il y a une panthère qui vous attend, vous voulez d'abord sortir, même si vous allez être mangé après. Donc beaucoup d'Africains s'enthousiasment pour ça. Mais en fait, c'est l'industrialisation néocolonisante, parce qu'elle ne va pas vous développer. Il s'agit seulement de garantir des plus-values à des opérateurs étrangers, et quelques miettes sont partagées avec l'élite corrompue locale. Ça ne décolle pas. La vraie industrialisation, c'est interdit pour l'Afrique. C'est vital pour l'Occident. Je convoque ces deux concepts, pourquoi? Parce que vous voyez chez Afrique Média souvent, on entend souvent tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui viennent, ils racontent souvent n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. Une chose est son contraire, ils racontent des choses, tout ça, et qu'on sort. Et c'est gênant. On a souvent envie de rappeler aux gens de respecter l'authenticité de la ligne éditoriale de cette maison. Afrique Média vaut beaucoup pour les Africains. Et ça a coûté cher aux Africains. Il faut que les gens respectent la ligne éditoriale de cette maison. Le principe journalistique de la contradiction, nous avons démontré ici que c'est pour les nègres, c'est pour les esclaves. En Occident, il n'y a pas de contradiction, sauf pour les naïfs. Mais, c'est-à-dire que vouloir faire la contradiction sur une chaîne ne veut pas dire que vous perdez votre âme. Pour admettre les gens venir dire n'importe quoi, venir insulter l'Afrique, avec des arguments qui frôlent l'électrisme le plus primaire, l'inculture historique la plus légère. Les gens racontent n'importe quoi, ils n'ont aucune consistance, ils ne connaissent pas les menaces qui pèsent sur le continent. Donc, voilà pourquoi, face à ces menaces, Bachir, l'Afrique a besoin d'être puissante. Or, le monde est organisé pour que l'Afrique ne soit pas puissante. Et je réponds à beaucoup d'interpellations, des gens qui m'ont interpellé pour me dire, ils veulent comprendre pourquoi davantage je convoque souvent Dieu. Pour leur dire que le Dieu dont je parle, et ceux qui me connaissent le savent, c'est un Dieu historique.
Il est spirituel, mais il est historique. C'est le Dieu qui est aux côtés des peuples, qui marche avec le peuple et qui est un Dieu de justice. Je l'appelle Jésus-Christ dans ma foi. Tu l'appelles selon ta foi. Simon l'appelle à sa façon dans sa foi. Je n'ai aucun problème par rapport avec ça. Mais c'est le Dieu de la justice. C'est le Dieu qui est aux côtés des peuples. Pourquoi je le convoque? Dans cette lutte que nous menons, c'est par là que je vais sortir, Bachir, je vous en prie. Dans cette lutte que nous menons, on a un ennemi universel, objectif, qui est l'Occident. Mais il y a aussi, quand vous voyez le comportement de certains de nos amis, de nos frères africains, même ici parmi nous, quand vous voyez comment l'argent rend petit les personnages, quand vous voyez comment les gens trahissent pour n'importe quoi, vous voyez comment le comportement des gens n'est pas souvent en rapport, alors pas du tout, avec les objectifs que nous affichons. Si vous n'avez pas une foi solide, vous abandonnez le combat. Quand moi je convoque donc Dieu, il me rend humble, il me met au-dessus de certaines choses, de petites choses, il me permet de mettre en avant l'intérêt général au détriment de mon intérêt personnel et il permet de faire avancer la lutte. Merci. Voilà pourquoi je convoque. Alors je réponds à cela. Voilà pourquoi je convoque Dieu dans ce combat. Parce que si je n'avais pas ça cette fois, je ne serais plus ici. Alors, il s'agit donc d'un Dieu qui est avec et aux côtés des peuples. Merci, Président Bandakani. Alors, nous bouclons la liste des invités sur le plateau de Douala, le plateau central, avec bien sûr le doyen, Dr Simon Basilekin de l'Université catholique Saint-Jérôme. Bonsoir, Dr Basilekin. Bonsoir, Bachir, et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, et bonsoir à tous les amis, parce que je peux vous assurer de ce que, depuis que je suis à Afrique Média, je reçois des appels téléphoniques, je reçois des SMS, des gens qui ne sont ni camerounais et même pas africains. Alors, je me dis, il est probable que les messages que nous essayons de délivrer ici sont réellement écoutés au-delà de nos frontières. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, Bachir, voilà. Vous savez, on est aujourd'hui le 7 août. Oui. Il y a exactement 3 jours que l'APE est entrée en vigueur au Cameroun. Oui. Et je ne sais pas si vous avez suivi, il y a un journal qui a titré, un journal camerounais qui a titré La CEMAC pleure, l'Union européenne jubile. Et vraiment, ce titre-là, j'avoue que je ne fais pas l'apologie ni d'un journal, ni d'un journaliste, mais ça traduit à peu près la réalité. Parce que, et je vais m'aligner un peu à la suite de ce que vient de dire Bandakani, il y a des gens qui s'imaginent qu'entre l'Europe et l'Afrique, il peut y avoir une saine coopération qui puisse nous amener à sortir du sous-développement. Moi, je m'inscris en faux. Totalement en faux. Parce que voilà des gens qui nous fréquentent depuis 5 siècles au moins et qui n'ont amené chez nous que la mort, la désolation et la déportation. Voilà des gens qui, depuis à peu près 2 siècles, ont colonisé nos terres, ont pillé nos richesses et nous ont réduits pratiquement à l'esclavage. Parce que, Bachir, être un colonisé, un indigène, dans une colonie européenne, c'est vraiment être esclave. Et voilà des gens qui, depuis 1959, prétendent nous apporter de l'aide. N'est-ce pas? Il y a le FED, ça s'appelait à l'époque le Fonds européen de développement, qui, paraît-il, nous envoyait de l'argent pour nous permettre de nous développer. Depuis 1950, jusqu'à là, nous sommes en 2016, vous voyez que ça n'a pas beaucoup porté. Et voilà des gens qui nous proposent une coopération dans accord de partenariat économique et dont malheureusement mon pays est le seul qui non seulement a signé, mais a ratifié cet accord et il est entré totalement. Un ministre de la République a quand même dit que c'était une façon pour le gouvernement d'attirer les investisseurs. Bachir, je ne sais pas en quoi les investisseurs vont venir parce que nous avons signé seuls en Afrique centrale, seuls en Afrique, seuls parmi les 74 pays qui sont invités à signer cet accord, parce qu'il y a aussi les pays du Caraïbe, eh bien, je ne vois pas en quoi, parce que nous avons signé, ça va changer quelque chose. Nous sommes avec l'Europe, Bachir, je disais, le FED opère en Afrique depuis 1950. Et pourquoi ces opérateurs ne sont pas venus?
On ne les a pas vus venir. Donc non, en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est très simple. Les Bolloré et d'autres entreprises de cette nature sont en train d'acquérir nos terres par milliers d'hectares pour y installer une agriculture mécanisée. De la mort. Et donc, nous allons devenir de simples salariés et des salariés payés au salaire du catéchisme Bachir. Oui. Et donc, j'ai dit, en l'état actuel, vraiment, j'encourage vivement les autres pays de la CEMAC parce que eux, ils demandent la renégociation de cet accord. Mais précisément parce que le Cameroun a servi de cheval de Troie à l'Union européenne pour pénétrer chez nous, eh bien, l'Union européenne ne veut plus rien entendre. J'attire l'attention des dirigeants de la CEMAC sur le fait qu'il faut impérativement renégocier cet accord, sinon le dénoncer purement et simplement. Et je voudrais en profiter pour rappeler que le président Sassou Nguesso du Congo a signé récemment en Chine un accord selon lequel les relations entre les pays de la CEMAC et la Chine ne vont plus transiter par le compte d'opération au Trésor français. Eh bien, ça c'est absolument sans valeur. Si, quand nous allons recevoir nos devises, nous devons les déposer à la banque centrale, que la France, à la banque centrale coloniale, qui est en Afrique centrale, ça va complètement annuler. Et donc, je voulais attirer l'attention, même si on ne remet pas les accords, au moins ce qu'on a pu négocier et signer avec les Chinois, il faut que nos pays, les 6 pays de la CEMAC comprennent qu'ils doivent gérer ces réserves-là directement dans leur trésor sans transiter par la Banque des États de l'Afrique centrale. Merci, docteur Basilekhin. Vous l'avez donc remarqué, ça fait au moins 4 semaines que nous parlons d'une seule et même chose, qu'on le veuille ou non, les APE reviennent dans le débat panafricain. Nous avons donc, on n'a pas le signal de Djamena, mais dit-on, est-ce que nous... Alors, pas encore, des petits problèmes avec l'orage. Oui, en quelques secondes, patient par Fendome. Oui, sur les APE, d'abord, je tiens à dire que le gouvernement camerounais aurait fait sortir une liste de près de 1760 produits qui sont pour l'instant, selon leur dire, acceptables. Je pense que, comme le disait le docteur Basilekhin, le problème ne se pose pas là. J'avais dit ici dimanche passé que le Cameroun, au vu, je pense que de tous les débats qui ont été menés, des explications qui ont été données, avait une chance inouïe. Je profite pour saluer notre ami le docteur Pierre Alaka, qui a fait une excellente démonstration sur le sujet. Tout à fait. Quand le Cameroun signait cet accord-là, je pense sous le contrôle du docteur Basilekhin, la Grande-Bretagne, non, l'Angleterre faisait partie de l'Union européenne. Mais depuis, il y a eu le Brexit. À partir du moment où il y a eu le Brexit, cela veut dire qu'en réalité, les termes de cet accord ne sont plus valables. Donc cet accord est complètement caduc aujourd'hui. Pourquoi le Cameroun n'a pas dénoncé cet accord? Pourquoi le Cameroun applique un accord alors que l'un des partenaires clés de cet accord ne fait plus partie du package? Alors je pense que là nous sommes au-delà de caractère, j'allais dire, nocif et productif pour l'économie camerounaise. Nous sommes là en face d'une grosse fémania. C'est de la fémania. Ça veut dire qu'au niveau de ce de l'État, il y a des gens qui ont pris des engagements et ils ne veulent plus reculer alors que les conditions ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Donc, en parlant des APE, je tiens à dire en toute sincérité que nous sommes là face à quelque chose de très grave. Pourquoi? Parce que l'application des accords là, des APE, ça signe l'arrêt de mort complètement d'un quelconque babissement d'une industrialisation de notre pays et même de l'Afrique. Alors si on ne s'industrialise pas, comment on va faire pour s'en sortir de ce marasme? Comment on va faire? Il faut qu'il y ait un minimum, un début d'industrialisation en Afrique pour qu'on puisse dégager des plus-values qui vont permettre à l'Afrique de se dégager. Mais si notre problème se résume à laisser que les autres viennent piocher nos matières premières, les mettre dans les cas de bateaux, aller les transformer à l'extérieur pour que nous soyons de simples consommateurs, alors Bachir, je peux vous dire, ça veut dire que pour nous, le rêve que nous avons pour une Afrique prospère demain est complètement mort-né. Juste pour compléter, et justement, Patient Parfait a raison. Pourquoi? Parce que les États... Je rappelle que donc, nous allons légèrement traîner sur la question des APE, peut-être d'ici là nous aurons Djamena. Parce que les États de l'Afrique de l'Est, justement, ont évoqué le fait qu'il y a le Brexit. Parce qu'à l'origine, c'était avec 28 États. Et actuellement, comme il n'y a plus la Grande-Bretagne, ça remet tout en cause et il faut renégocier. Pire, comment se fait-il qu'un pays aussi faible
et pauvre comme le Cameroun puisse aller entrer en compétition avec 28 États. Alors qu'un seul de ces États est plus puissant que le Cameroun, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France, que ce soit l'Italie, le Cameroun ne peut pas compétir. Ensuite, il y a 28 pays qui se mettent tout ensemble. Et tout à l'heure, le PSI m'a très bien souligné, disant que curieusement, la coïncidence est que l'actuel président du GICAM, c'est lui qui est encore président des plantations, des PHP, des Penja qui produisent les bananes. Alors que toutes ces bananes-là, c'est l'une des raisons pour lesquelles en fait on signe les APE. On met en exergue la banane camerounaise. Mais on produit la banane au Cameroun pendant que la population n'a même pas de quoi manger. On exporte toute cette banane en Europe. Mais ça veut dire que ce n'est pas pour les Camerounais. Parce que l'entreprise qui la produit n'est pas camerounaise et ceux qui la consomment ne sont pas les Camerounais. Ça veut dire que l'accord en réalité ne nous concerne pas. Ensuite, en réalité, la sortie de la Grande-Bretagne devrait être comme un bon pain doré dans la mesure où, pour que la Grande-Bretagne puisse être totalement sortie de l'Union européenne, il lui faut au moins 7 ans. Ça veut dire qu'on pouvait encore avoir 7 ans de négociations. Mais le fait que les autorités à Yaoundé se sont précipitées pour suicider l'économie camerounaise, nous avons l'impression qu'il y a des négociations qui sont passées dans les couloirs. En plus, que fait l'opposition? C'est la grande question, parce que l'opposition aime toujours parler. Que fait l'opposition? Parce que généralement, ils aiment critiquer. J'attends les propositions de l'opposition. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trop eu de choses. En tout cas, on a quand même la chance. Il y a des hommes politiques sur le plateau. Simo, très rapidement, vous réagissez. Oui, je pense que vraiment, le Cameroun vient d'hériter de la plus grande et dangereuse base militaire qui puisse exister dans le monde. Alors, pour vous, les APE sont comme une base militaire? Oui, parce que ça donne le temps, en tout cas, à le plus notre grand prochain comptoir sujet. colonial qui n'a jamais existé. Oui. Le plus grand comptoir colonial qui n'a jamais existé dans le monde. Parce que voilà une structure qui va tout détruire. C'est carrément comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Parce que là où on est rentré là, je me demande comment est-ce qu'on va s'en sortir. C'est un scandale. Moi, je ne sais pas si ces gens qui sont à Yaoundé, c'est plusieurs fois qu'on l'a dit sur ce plateau, je ne sais pas si on va s'en sortir et comment est-ce qu'on va le faire. Si le peuple africain ne se lève pas comme un seul homme pour arracher sa souveraineté, je pense que c'est une descente aux enfers définitive, parce qu'on ne va plus jamais s'en sortir. Je pense que on a atteint le fond. Et je dis encore, quand on est couché, la seule chose où on s'enfonce sous la terre, où on se relève pour se défendre. Si les Camerounais ne se lèvent pas pour se défendre, pour cette fois-ci, qu'ils sachent que ça en est terminé. Nous sommes devenus des esclaves pour au moins 100 ans. Pour au moins 100 ans. Alors, d'accord, il y a quelqu'un qui souhaite réagir. C'est vrai que le standard n'est pas ouvert, mais on va prendre les téléspectateurs. C'est votre émission, messieurs et dames. Bonsoir, messieurs. On vous écoute. Au Cameroun est pire ce que Compaoré a fait au Burkina Faso, il est pire que Ouattara. Il a vraiment détruit tout l'espoir d'un peuple et de toute une partie de l'Afrique. Nous les Noirs, il est temps que nous comprenions que dans ce monde dans lequel nous vivons, les faibles se font bouffer. Et si nous ne sommes pas capables de nous défendre, on continuera à se faire bouffer. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment la seule chose que nous devons comprendre de l'Occident. C'est tout. Il n'y a pas de négociation entre nous et l'Occident. Les dirigeants, ce sont vraiment des gens qui n'ont pas le courage de nous donner la liberté. Donc nous devons nous lever, prendre le courage et nous saisir de cette liberté. Car dans ce monde, la liberté n'est pas donnée. Il faut que nous ayons le courage maintenant de nous lever après autant de ces massacres, de pillages, de tout ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, bon travail et encore beaucoup d'amour pour le continent. Merci, messieurs. Merci pour votre appel. Alors, Président Bandakani, vous allez réagir, mais je voudrais quand même lire un extrait ici. Alors, le ministre Motazé, qui répondait à nos confrères d'investir au Cameroun, quand on lui a posé la question de savoir, vous semblez toujours optimisé lorsque vous évoquez la question des APE entre le Cameroun et l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans ces accords, alors que le Cameroun va ouvrir à 80% ses frontières aux produits des pays nettement plus industrialisés? Alors, la réponse du ministre, on n'a pas suffisamment, c'est ce qu'il dit, on n'a pas suffisamment dit que les 80% dont vous parlez sont progressifs. Il y a un calendrier de démantèlement et je crois me rappeler que la première phase de ces démantèlements concerne les produits qui sont importants pour nous, notamment les équipements qui serviront à moderniser notre économie. Alors, comment vous réagissez à ça?
Le respect que j'ai pour les fonctions ministérielles et pour les institutions de mon pays, malgré tout, m'interdisent de me laisser emporter par la colère. Vous savez, au Cameroun, les critères sur lesquels on est nommé ministre sont tous sauf lumineux. Et vous savez, quand on dit là-bas au Cameroun qu'un ministre est compétent, il est compétent sur tout, sauf sur l'essentiel. Ils sont compétents pour promouvoir les ténèbres. Ils sont très compétents. Les critères sur lesquels ils sont ministres, personne ne connaît, mais on vous dit qu'ils sont compétents. Alors, le ministre Moutazé est dans son rôle. Le ministre Moutazé est la parfaite illustration. Il personnifie la typologie et la personnalité des dirigeants du Cameroun.